Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La saison 2025 n'a pas encore commencé, qu'elle a déjà commencé. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, la FIA a publié une directive technique, une sorte de complément d'ajustement au règlement technique qui vient préciser un point. Et cette directive, la TD18, porte sur un point qui fait controverse depuis un moment en Formule 1 et qui a été important l'an dernier, les ailerons flexibles. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le détail de cette directive pour voir ce qu'elle nous dit et comment elle pourrait déjà avoir une influence sur la lutte au titre en 2025. Et déjà, un peu de contexte. Le sujet des ailerons flexibles n'est absolument pas nouveau en Formule 1. De tout temps presque, les équipes ont tenté de jouer avec ce paramètre. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'un aileron qui se déforme, ça a des vertus aérodynamiques. Pour la faire très simple, plus il est massif, plus il génère d'appui, plus il permet à la voiture d'être efficace dans les freinages, dans les virages, et à l'inverse, plus il peut se faire petit en ligne droite, se réduire, presque s'effacer, et bien moins il y a d'appui, et donc plus il y a de vitesse de pointe, comme le DRS finalement. Donc basiquement, on aimerait qu'il passe sans arrêt de comme ça à comme ça. Ce serait le meilleur coup pour toutes les voitures. C'est très simpliste, je le répète, mais jusque-là, rien de nouveau, surtout qu'on a beaucoup parlé du sujet ces dernières saisons. Rappelez-vous notamment de l'introduction de ces petits points sur les ailerons qui permettaient de voir à quel point ils se déformaient lors des lignes droites. C'est un des moyens mis en place par la FIA pour vérifier tout ça. Oui, mais l'an dernier, les choses se sont à nouveau accélérées sur le sujet quand McLaren, qui s'est mise à jouer devant, s'est retrouvé accusé par ses rivales d'avoir des ailerons un petit peu trop flexibles. On se rappelle notamment du mini DRS à l'arrière à Bakou, c'est l'exemple le plus marquant, le plus visuel, mais globalement depuis l'introduction de l'upgrade de Miami, l'écurie anglaise a pris un temps d'avance sur les autres dans le sujet des ailerons flexibles, a un petit peu suivi derrière Mercedes, puis Ferrari en fin de saison, mais globalement le lead là-dessus, c'était McLaren. D'ailleurs, de l'avis d'ingénieurs, d'analystes et de journalistes importants, les ailerons flexibles ont été un point décisif dans la lutte au championnat l'an dernier. Avec les voitures à effet de sol, maîtriser ce sujet est encore plus important qu'avant au niveau de la stabilité globale de la machine. Et en plus, il ne s'agit pas seulement de l'aileron en lui-même. Ce qu'il se passe au niveau de l'aileron sur le flux d'air, sur la stabilité, ça influence tout le reste du comportement de la voiture, du passage de l'air. C'est une philosophie globale. On ne parle pas simplement d'un aileron qui bouge un petit peu. Tout change. Et pour la petite anecdote, depuis une quinzaine d'années, c'était Red Bull qui était considérée comme la meneuse dans le domaine des ailerons flexibles, sous l'impulsion de l'un de ses hommes, Rob Marshall, qui a rejoint McLaren en 2024. Coïncidence ? Je sais pas, j'ai pas les plans de la voiture. En tout cas, l'an dernier, le sujet est devenu de plus en plus important, à tel point que la FIA, à partir du Grand Prix de Belgique, a annoncé qu'elle allait vérifier de manière plus importante, notamment grâce à de nouvelles caméras, mais jusqu'à la fin de la saison, elle n'a cessé de répéter que pour elle, tout était bien, qu'il n'allait rien se passer, que personne ne faisait quelque chose d'illégal, et donc les équipes contestataires, notamment Ferrari et Red Bull, ont été déboutés entre guillemets et aucun point de règlement n'a été modifié. Voilà, ça a été validé. L'argument principal de la FIA, qui peut totalement s'entendre, c'était que McLaren, entre autres, parce que je le répète, notamment Mercedes par la suite est venu sur ce terrain-là, puis Ferrari et aussi Alpine, eh bien ces équipes-là validaient les tests de mesure de flexibilité des ailerons mis en place par la FIA depuis des années. Il s'agit d'une mesure effectuée en position statique avec des poids qui sont appliqués à 3 endroits sur les ailerons, ainsi que des tests sur les flaps de l'aileron avant et de l'end plate de l'aileron arrière. C'est des tests qui existent depuis des années. Et vu qu'aucune voiture n'a jamais manqué ce test, la FIA a dit « roulez, il n'y a rien à voir, McLaren, Mercedes, tous les autres, tout ce que tout le monde fait est conforme et donc maintenant, libre à vous de développer ou pas un aileron plus ou moins flexible. L'essentiel, c'est de passer le test. » Voilà ce qui a été dit aux équipes lors de la saison dernière. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de cette directive et de cette vidéo, eh bien la donne a changé puisque la FIA, via son responsable technique, Nicolas Tombazis, elle est un petit peu revenue sur ses propos puisqu'aujourd'hui, cette directive TD18 apporte un gros changement sur la manière de mesurer la flexibilité des ailerons. Pour les ailerons arrière, de nouvelles directives ont déjà été communiquées aux équipes et entreront en vigueur dès le premier Grand Prix en Australie. Normalement, cela devrait totalement empêcher la création de l'effet mini DRS qu'on avait vu sur McLaren l'an dernier. Au passage, il me semble un petit peu plus difficile de jouer avec l'aileron arrière, qui est une pièce un petit peu plus simple, un petit peu plus standardisée peut-être
peut-être aujourd'hui en Formule 1 et aussi peut-être un petit peu moins intéressante au niveau aéro, puisqu'il y a certes l'effet DRS, plus ou moins d'appui à l'arrière, mais contrairement à l'aileron avant, on n'influence pas l'air sur ce qu'il se passe derrière. L'aileron avant, il dirige l'air sur le reste de la voiture, l'aileron arrière, lui, il le reçoit à la fin. C'est une vision, encore une fois, très simpliste, je ne suis pas ingénieur, mais globalement, l'aileron arrière, c'est peut-être un petit peu moins intéressant au niveau de la flexibilité, hors du cas du DRS, qui a priori devrait être maintenant totalement réglé. Et pour ce qui est des ailerons avant maintenant, qui justement me semble peut-être un des gros points de discorde de la saison dernière, eh bien la flexion autorisée lors du test va être réduite. Avant on autorisait 15 mm de flexion, on passera à 10 pour ce qui est de la pièce principale de l'aileron, et pour ce qui est de l'inboard, le côté intérieur de l'aileron, endroit où la flexion a encore plus d'effet semble-t-il, on passera de 3 mm d'autorisation de flexion à seulement 2. Je vous passe un peu les détails de l'article 3.15.4, mais globalement on garde les mêmes poids, on garde les mêmes endroits de mesure, juste ça devra moins plier, il y aura moins d'autorisation de flexion. Et avec ça, on espère qu'une fois lancé à 300 ou à 100 km/h, eh bien, les ailerons ne pourront plus vraiment beaucoup bouger. Il y aura toujours une légère flexion, c'est normal, c'est l'effet de l'air, du freinage, des forces qui s'appliquent, mais en tout cas dans des proportions moins importantes qui permettent aux équipes de ne pas avoir de gain là-dessus. Sauf que, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, je vous ai dit que pour les ailerons arrière, ce serait mis en place dès l'Australie. Pour les ailerons avant, ce sera mis en place à partir de l'Espagne, le 1er juin, pour ce qui sera le 9e rendez-vous de la saison. Sur les 8 premiers Grands Prix, on fait comme avant. La raison, c'est pour laisser le temps aux équipes de s'adapter à ces nouvelles règles, ne pas les prendre en traite dès le premier Grand Prix, avec un aileron avant qui est une pièce beaucoup plus complexe et qui a beaucoup plus d'influence sur le reste de la voiture, et aussi car la FIA ne voulait pas que tout le travail effectué cet hiver soit directement jeté à la poubelle par les équipes. Voilà. Temps d'adaptation et éviter du gâchis. Et donc avec tout ça, tous ces changements, la FIA espère, je la cite, que les soucis d'aileron avant ne seront plus un sujet en 2025 et va même plus loin puisque selon elle, l'objectif de cette directive, c'est de garantir l'équité du championnat, voire même de garantir le fait que les performances soient resserrées. Pour ce qui est de l'équité, je vois un petit peu la logique dans le sens où ça favorise un peu les petites équipes qui vont gagner du temps, de l'argent et des ressources. Elles ne vont pas avoir à développer ce nouvel aileron plus flexible, ce qui leur aurait fait perdre temps, argent et ressources. Malgré tout, il y a quand même encore 8 courses à faire sans cette technologie. Et puis après, pour ce qui est de resserrer le championnat, là pour le coup, on ne peut donner jamais absolument aucune garantie. Il peut tout se produire au moment où cette directive va être introduite. Peut-être qu'une équipe va se détacher devant, ou au contraire, tout le monde va être resserré, mais c'est absolument impossible de le prédire et donc de le garantir. En tout cas, vous vous en doutez, vous l'avez lu, personne vraiment ou presque n'est heureux de l'introduction de cette directive. Premièrement, je pense qu'elle arrive très tard, seulement un mois avant la reprise, alors que le sujet est sur la table depuis de nombreux mois, alors qu'en octobre dernier, la FIA avait dit que tout allait bien. Et bien là, à un mois du premier Grand Prix, alors que les nouvelles voitures sont quasiment prêtes, en tout cas que leur concept a été entériné de très longue date, qu'on ne peut plus vraiment toucher énormément de choses, et même que les ingénieurs s'apprêtent à basculer leur focus plus sur 2026 que 2025, et bien là, on vient changer un point fondamental qui peut influencer quasiment tout le concept de la voiture. Bon, c'est quand même tard. En plus, le tout dans une ère où les budgets sont plafonnés, donc les choix que tu as fait de R&D, tu peux pas revenir en arrière, quoi. C'est très coûteux. Et comme je l'ai dit, c'est d'autant plus gênant que le sujet est sur la table depuis 8 mois, voire même des années, et qu'il y a quelques mois, on a dit « rien ne bougera ». Là, des éléments, peut-être techniques, peut-être de lobbying, ont motivé un changement de directive de la part de la FIA. Du coup, on a des équipes comme par exemple Red Bull, qui selon des infos italiennes, serait furieuse et déçue, car elle, pour le coup, elle a investi beaucoup d'argent, de temps, d'êtres humains cet hiver pour construire un aileron flexible, entre guillemets, pour finalement rattraper les autres dans ce domaine. Finalement, dans 8 courses, ça ne servira plus à rien. Pareil pour Ferrari qui, après avoir constaté que ce ne serait pas banni l'an dernier, a investi pour construire son propre aileron qu'elle a introduit à Austin. Finalement, ça en aura servi que pour 10-12 Grands Prix, alors que de base, ils demandaient le changement de la règle. Ils ont investi de l'argent pour s'adapter à la règle qui n'a pas changé, et finalement, elle change. Voilà, vous comprenez que ça ne marche pas pour eux. Là, on voit bien que la lenteur, les contradictions, l'inconstance et les atermoiements de la FIA ont un impact direct sur les équipes. Je le répète, encore plus dans une ère au budget capé. Ferrari, Red Bull ont fait des choix
en se basant sur ce qu'avait dit la FIA, sauf que ça a changé 4 mois après. Donc c'est compliqué. Et je parle de Ferrari Red Bull, mais on peut parler de toutes les équipes qui sont dans ce cas-là. D'autant que, je le rappelle, on ne parle pas simplement d'alléger ou de durcir l'aileron pour qu'il passe les tests de flexibilité, on parle d'une philosophie globale, de comment tu gères l'air, de comment tu gères la stabilité de ta voiture, de comment tu influences le flux d'air, bref. C'est énorme, si tu touches à l'aileron avant, tu dois revoir toute ta copie. Tu n'amènes pas une voiture B non plus, mais voilà, ça apporte sûrement des pièces différentes, ça influence ton concept global de voiture. C'est ça aussi qui gêne les équipes. Mais attention, n'allez pas croire qu'il y aurait deux camps, les gagnants, les perdants. Pour l'instant, c'est très dur d'estimer ceux qui vont s'en sortir le mieux ou pas. Et on pourrait dire que les équipes qui, elles, avaient déjà un aileron flexible, elles ont des raisons aussi de ne pas être contentes. Alors certes, elles ont pu en profiter l'an dernier, elles n'ont pas eu à dépenser de l'argent cet hiver, mais elles l'avaient fait en amont pour introduire cette technologie. Et elles vont encore avoir 8 courses pour en profiter. Mais voilà, elles vont perdre un avantage qu'elles s'étaient créé toutes seules et qui avait été déclaré légal. Donc au final, Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, tous les top teams et même les plus petits qui étaient entrés dans la danse, je crois que personne n'a vraiment des raisons d'être très heureux de cette directive. L'autre souci majeur soulevé par cette TD18, c'est que d'entrée de jeu, elle semble scinder le championnat 2025 en 2 parties, avant et après Barcelone. Alors évidemment, je le dis d'emblée, je le répète, il est impossible d'estimer l'impact de cette directive, à quel point les équipes vont devoir changer beaucoup de choses, à quel point les performances vont être modifiées, et on n'est pas non plus dans le cas où on doit apporter une voiture B à Barcelone, ou en tout cas, je ne pense pas, en tout cas pas aussi grosse proportion, mais c'est un changement qui reste majeur. Il y aura des gagnants et des perdants à Barcelone suite à une décision de la FIA qui est faite dans des conditions un petit peu controversées. Et ça, je comprends totalement que ce soit gênant pour cette saison 2025 finalement. Sous couvert de ne pas vouloir gâcher le travail effectué cet hiver, on crée 8 premiers Grands Prix à part, où certains vont avoir un avantage sur les autres, vont avoir une technologie entre guillemets qui sera bannie à un moment de la saison. La vérité, c'est que la directive tombe trop tard, plusieurs mois après ne pas avoir fait de choix et 1 mois seulement avant la reprise de la saison. Là, pour le coup, ça aurait été trop dur et trop injuste de tout imposer aux équipes maintenant. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un entre-deux. Et en plus, je trouve la FIA un poil optimiste quand elle dit que ces nouvelles mesures vont mettre fin au débat sur les ailerons flexibles. Est-elle sûre de pouvoir affirmer cela? Les équipes ne vont-elles pas inventer d'autres systèmes pour continuer à avoir une certaine flexibilité? Est-ce que le problème ne vient pas plutôt de la nature des mesures et du test en question? Comment est-il possible d'affirmer qu'après ça, ce sera terminé? Personnellement, je mettrais plutôt une petite pièce sur l'inverse. Rendez-vous en FP1 à Barcelone sur les caméras des ailerons avant. Je suis certain qu'on reverra un petit peu de la flexibilité et qu'on aura d'entrée de jeu des déclarations de team principal qui diront qu'un tel ou un tel n'a pas joué le jeu et que la FIA n'a pas fait son travail. Voilà, je pense qu'on peut remettre très vite une pièce dans la machine du débat aux ailerons flexibles. Et puis aussi, ce qui semble inquiéter les ingénieurs, je vous mettrai dans la description des articles qui parlent de ça, notamment sur les sites italiens, c'est qu'on a peur peut-être de créer d'autres problèmes si on rend les ailerons trop rigides avec ces voitures à effet de sol. On craint tout bêtement le retour du rebond, du marsouinage, près de 2 ans après l'avoir éliminé. Voilà, évidemment, je ne suis pas ingénieur et on n'en est pas là, donc je ne sais pas ce que ça pourrait créer d'autre, mais on le sait souvent, un problème résolu en crée un autre en Formule 1, et si on se retrouve dans ce cas-là, clairement, la controverse ne sera pas terminée. Pour résumer, ça va faire écho à ce qu'on dit depuis un moment vis-à-vis de la FIA, que ce soit sur le plan technique, sur le plan des pénalités ou sur plein d'autres plans depuis plusieurs mois, plusieurs saisons. Eh bien, on me semble encore tomber dans l'entre-deux de l'instance. Finalement, on va bannir, mais pas vraiment. On interdit, mais pas tout de suite. On est un peu laxiste et en même temps un peu répressif. Voilà. Et au final, c'est ni hyper clair, ni hyper juste pour tout le monde, parce que selon le moment où ça tombe, ça impacte plus ou moins une équipe. Là, il y a plusieurs faits qui quand même sont gênants. Il y a le volte-face, 3 mois après avoir dit qu'on ne changerait rien. Il y a le timing, puisque la saison s'apprête à commencer. Et il y a le fait qu'il y a une directive qui va tomber en plein milieu et qui, on le sait déjà, va couper en deux le championnat d'un point de vue technique. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'est forcément très content. En fait, on se pose la question de pourquoi ça n'a pas été réglé au mois d'octobre, quand il y avait des enquêtes là-dessus, pourquoi ça n'a pas été réglé après à Abu Dhabi, une fois que la saison était terminée, pourquoi on n'a pas changé à ce moment-là les règles, comme ça tout le monde partait sur un pied d'égalité pour la saison prochaine. Voilà, c'est compliqué, en tout cas, une seule chose est sûre, ça fait déjà parler et ça va continuer de le faire. Je vous dis, je parie même après Barcelone.
Voilà, j'espère que vous y voyez désormais plus clair à propos de la TD18. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. J'espère que j'ai suffisamment bien décrypté ce qu'il se passait, les enjeux derrière toutes ces questions, et on verra maintenant ce que cela va donner. Je vous répète, je vous ai mis plusieurs liens des sources finalement qui m'ont aidé à produire cette vidéo dans la description. Et puisque vous prenez du temps pour aller en dessous de la vidéo, posez un petit like et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Merci à tous pour votre écoute et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui nous envoie un message d'encouragement. Tenons bon, on y est presque, on a fait le plus dur je pense et là les prochaines semaines vont être de plus en plus excitantes. Bref, la F1 revient bientôt, on en est tous très heureux, bientôt les essais hivernaux, le premier Grand Prix, c'est super excitant et à bientôt.